Le 22 février 2020, les Togolais seront appelés aux urnes. Les Togolais auront à choisir une fois de plus, ou bien une fois encore, le président de la République, ou alors confirmer l'actuel président, ou alors donner la chance à un autre président d'arriver, histoire d'apprécier également ses œuvres. Mais dans la foulée, les dernières semaines qui ont précédé la fin de l'année 2019 ont été très mouvementées. Le début de cette année 2020, naturellement, est marqué par le processus électoral dans toutes ses couleurs, entre les partis qui se sont d'abord dans un premier temps déclarés candidats, qui sont par la suite retirés, entre d'autres qui se disent non, nous on ne va pas y aller, mais nous allons réorienter la lutte, entre les 10 candidatures qui sont retenues par la CENI, qui doivent d'abord être confirmées par la Cour constitutionnelle, nous remarquons quand même la présence d'une seule femme parmi ces 10, entre la jeunesse et tout ce qui va avec, la presse, tous les domaines, les chantiers prioritaires, tout ce qui va avec, eh bien nous avons choisi de faire le grand déballage avec l'un des acteurs politiques togolais, un acteur politique togolais. Il s'agit de M. Innocent Kagbara, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous sur ce plateau. M. Innocent Kagbara, le président du PDP. Il est également l'ancien directeur des universités IAEC du pays. Depuis un bon moment, il s'est lancé dans les affaires. M. Kagbara, bonjour. Bonjour. Et comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien. Je profite de l'occasion pour souhaiter un très bon début d'année à l'ensemble des Togolais, Togolais vivant au Togo et puis ceux de la diaspora. Vous êtes jeune, à l'époque directeur d'université, mais après vous avez coupé tout en 2017. Est-ce à cause de la politique? C'est parce que vous êtes entré en politique que vous avez coupé ou bien ça n'a pas de rapport? Non, ça n'a pas forcément de rapport, mais bon, en 2017, nous avons voulu prendre les distances avec le groupe familial et nous-mêmes nous sommes lancés dans nos affaires. Donc actuellement, nous faisons de l'intermédiation financière sur des projets, notamment en Côte d'Ivoire et peut-être dans les prochains mois au Togo. Monsieur Kagbara, un peu comme moi, les téléspectateurs remarquent que vous êtes très jeune, vous êtes président de parti politique. Nous allons naturellement démarrer notre entretien par la jeunesse. Selon vous, le processus électoral qui arrive, par exemple le 20 février prochain et même avant, quelle doit être normalement l'implication de la jeunesse en politique? Pensez-vous que cette implication-là est effective ou selon vous? Oui, je pense qu'elle est effective. Si vous voyez la liste des candidats qui ont été annoncés, je trouve dommage que certains candidats n'aient pas été retenus par faute de caution plutôt. Mais vous voyez qu'il y a quand même un rajeunissement de la classe politique et ça montre la vitalité de notre démocratie au Togo. Et je pense que dans le camp d'en face, il y a eu quand même quelques avancées sur ce plan parce que vous voyez un peu la moyenne d'âge. Qu'est-ce que vous n'appelez pas camp d'en face? Les conservateurs, ceux qui sont là, ça fait longtemps et qui veulent toujours conserver le pouvoir. Vous voulez parler de qui concrètement? Les conservateurs, tout le monde les connaît, ils sont là, ça fait 50 ans. Moi, je les appelle des conservateurs. Il y a eu quand même, quand vous êtes en face des ministres de M. Faure-Gnassingbé, vous voyez quand même qu'il y a eu un certain rajeunissement. Je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de l'opposition. Nous, au niveau du PDP, nous l'avons fait avec notre partenaire du groupe parlementaire Net PDP, M. Diritama, vous voyez un peu la moyenne d'âge. Mais au niveau de l'opposition radicale, je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce sens-là. Après ces élections présidentielles, nous l'assumons. Je pense que nous sommes le chantre du dégagisme et il faut que dans leur parti politique, ils fassent la place aux jeunes. Vous voyez par exemple au cas, Jean Kissi, c'est quelqu'un de très talentueux. Il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on lui fasse confiance. Dans d'autres partis également, il y a des jeunes très talentueux que nous sommes venus trouver en politique. Vous n'êtes pas du cas. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'on ne fait pas suffisamment de confiance au cas à quelqu'un comme Jean Kissi, par exemple? Non, ça c'est un souhait personnel. Moi, je ne m'occupe pas des affaires du CAR. Non, je dis, par exemple... Qu'il faut lui laisser de la place. Je pense qu'il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on lui fasse confiance. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc s'il ne prend peut-être pas la tête du parti pour le moment, c'est qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance. Non, mais pas forcément en prenant la tête du parti. Mais je demande à nos leaders, à nos papas, de faire confiance aux jeunes. Ok, parfait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition radicale. Vous avez parlé des conservateurs. Et nous savons que vous vous situez très souvent au centre. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est le chiquier politique. C'est ça. Nous sommes en train de construire le courant centriste au Togo. C'est vrai que c'est difficile. Quand tu vois l'antagonisme depuis les années de l'indépendance, même bien avant les indépendances, et depuis l'avènement de la démocratie, c'est la même figure. Et c'est le même combat. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Togo d'abord. C'est l'emploi des jeunes. Ouais. C'est comment est-ce que nous allons faire pour faire avancer ce pays. Mais nous assumons notre passé. Nous assumons notre présent et nous allons construire le futur avec tout le monde. Aussi bien avec les conservateurs que les radicaux. C'est pour ça que nous sommes au centre pour rapprocher les deux bords.
Reconnaissez-vous que c'est très compliqué, très difficile d'arriver à séparer les deux bords? Quand vous parlez du centre, le centre est très compliqué à identifier parce que tout à l'heure, vous-même... Le centre existe déjà au Togo. Oui, oui, vous m'avez parlé... Le centre existe. Monsieur Djeritama et moi, nous incarnons déjà le centre au Togo. Oui, et nous avons notre courant déjà au Parlement togolais. Absolument, je ne refuse pas. Vous avez parlé de 50 ans tout à l'heure, vous avez dit il y en a qui sont là 50 ans qui ne veulent pas partir, vous les appelez des conservateurs. De l'autre côté, vous avez les radicaux, c'est-à-dire ceux qui disent non, 50 ans ça suffit, il faut qu'ils s'en aillent. Mais quand vous dites que vous vous situez au centre, des fois les Togolais ont du mal à vous situer exactement par rapport à ce centre. En ceux qui disent non, ça suffit, partez, ceux qui disent bon, nous on veut continuer, c'est où exactement le centre? Le centre, quand vous voyez l'idéologie en Afrique, ce n'est pas qu'il y ait de gauche ni de droite. Hein? C'est les conservateurs qui sont là, ça fait longtemps. Hein, nous faisons du surplace. Et les radicaux qui ne peuvent pas prendre le pouvoir. Qui ne peuvent pas, quand vous voyez un peu la réalité du pays, il y a des pays comme la RDC, le Togo, le Gabon, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Ceux qui sont en face sont plus forts. Quoi qu'on dise. Parce qu'en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, en 2015, qu'est-ce qui fera... qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2020, quand on vous donne le pouvoir, même si vous prétendez avoir gagné, parce que moi, je n'étais pas à ces élections, mais les gens prétendent avoir gagné, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas le pouvoir? Parce que c'est l'effectivité du pouvoir, il faut l'exercer. Mais quand vous dites à chaque fois que vous avez gagné, mais vous n'exercez pas le pouvoir, mais qu'est-ce qui va faire qu'en 2020, avec un bon rapport doing business, avec de manière macroéconomique, les choses sont en train d'avancer, mais qu'est-ce qui fera qu'ils vont vous confier le pouvoir? Quand ils étaient faibles en 2005, ils ne vous ont pas donné le pouvoir. En 2010, ils ne vous ont pas donné le pouvoir. En 2015, ils ne vous ont pas donné le pouvoir. Absolument. N'est-ce pas un peu contradictoire quand vous le dites? Parce que dans le même temps, quand vous dites avoir gagné, mais on ne vous donne pas le pouvoir, qu'est-ce qui vous garantit, vous, demain, que quand vous allez peut-être gagner les élections 2020, on va vous donner le pouvoir? Qu'est-ce qui a changé selon vous? C'est un discours rassembleur, c'est un discours de vérité. Nous, quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons rentrer dans une cohabitation. Nous n'allons pas dissoudre le Parlement. Il est hors de question qu'on dise, on n'est même pas encore au pouvoir. Comment est-ce que vous rassurez le camp d'en face? C'est impossible. Et dans notre contexte, c'est irresponsable de tenir un tel langage. C'est vraiment irresponsable. Il faut les rassurer. Nous allons diriger le pays aussi bien avec les radicaux que les conservateurs. Nous serons au centre, nous allons rapprocher les deux bords. On peut trouver un gouvernement où il y a un tiers, un tiers, un tiers. On maintient le Parlement, on fait en sorte de mettre les autres institutions de la République telles que le Sénat, le Conseil économique et social, on met tout le monde ensemble. Même si c'est un seul mandat, nous sommes prêts à faire ce mandat, un mandat de sacrifice. Et après, voilà, les choses vont se normaliser. Il faut qu'on dirige le pays ensemble. Alors, il faut qu'on dirige le pays ensemble. Nous allons évoluer avec le débat, mais je veux quitter un peu ce champ en rappelant quelque chose. J'ai lu sur République au Togo quelques semaines, ou bien quelques jours avant même que l'actuel président ne se déclare candidat pour un probable, ou je sais pas, pour un quatrième mandat peut-être. Vous ne trouvez il est pas... candidat, il a déposé le dossier. Oui. Il est dans la course. Donc non, bien avant cela, vous êtes montré quelque part favorable à sa quatrième candidature. Vous ne trouvez pas d'inconvénient à l'époque? Nous ne trouvons pas d'inconvénient à la candidature de M. Faure-Gnassingbé parce que la Constitution le lui permet. Il faut que nous soyons clairs dans ce que nous faisons. Nous étions un Parlement, c'est nous qui avons œuvré pour avoir les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et nous savions qu'il y a une probabilité que le président se représente encore pour 2 mandats. On est d'accord? Donc nous assumons ce que nous avons fait au Parlement. Ça lui permet d'être candidat, mais nous ne pouvons pas venir dire le contraire. Nous ne savons pas dire une chose et son contraire. C'est une histoire de cohérence avec soi-même. C'est une histoire de cohérence. Nous ne savons pas dire une chose et son contraire. Monsieur Kawara, l'actualité togolaise de ces dernières semaines, surtout les élections, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est également marquée par la candidature unique pour laquelle Monseigneur Pondro s'est tellement battu. Candidature unique. Qu'est-ce que vous avez... Je reprends exactement les termes. Vous avez 10 candidats qui ont été retenus par la CENI et les médias me parlent de candidature unique. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les médias qui vous parlent de candidature unique. Non, mais il n'y a pas de candidature. Ce sont les porteurs de cette initiative qui ont parlé de candidature unique. Nous reprenons exactement ce qui Non, mais il n'y a pas de candidature. Pour nous, il n'y a pas de candidature unique. Il y a 10 candidats qui ont été retenus. Ça sera validé par la Cour constitutionnelle et les Togolais auront le choix. Les Togolais auront le choix. Mais vous êtes quand même au courant de cette expression de candidature unique, vous êtes au courant. Non, mais en 2015, il faut que nous soyons cohérents, il faut que nous soyons conséquents avec les actes que nous posons. En 2015, il y a eu cap. Mais est-ce que... Combien de candidatures il y avait en 2015? Est-ce qu'on pouvait parler même de candidature unique? Mais pourquoi parleront-on de candidature unique en 2020? Mais c'est un candidat qui a été choisi par un certain nombre de personnes. Il a eu l'onction du prélat, tant mieux. Alors, que vous inspire ce candidat choisi par un certain nombre de personnes? C'est quelqu'un qui est très compétent, qui a eu à exercer le pouvoir. Il a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Je pense qu'il est compétent pour le job. Mais maintenant, c'est aux Togolais de décider, parce qu'il y a 10 candidats.
Et moi, je pense au soir du premier tour, que nous serons qualifiés pour le second tour. Donc, peut-être que je vais demander au candidat du prélat de me soutenir pour assurer l'alternance. D'accord, vous allez peut-être demander au candidat du prélat. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est quelqu'un avec qui on a de très bonnes relations. Donc, j'espère qu'il me soutiendra si je suis qualifié au second tour. Alors, qui parle d'élection, parle quelque part de fichier électoral. C'est quelque chose qui est revenu sur la table ces derniers mois, ces dernières années. Que pensez-vous du fichier électoral togolais? Mais qui en parle encore? Le fichier électoral togolais. Qui en parle? C'est sur la base du même fichier que nous, on a été élus en 2018. C'est sur la base du même fichier que les gens sont maires maintenant. Mais qui en parle? Le fichier, il sera audité. Je tiens à rappeler au passage que nous avons un membre à la CENI. Et tous ceux qui sont à la CENI, c'est un travail consensuel. Vous savez, pour battre, unir, il faut qu'on aille sur le terrain. Il faut qu'on ait les moyens. Parler du fichier électoral à l'heure actuelle, je ne vois pas ce que ça nous apporte. Nous allons demander l'expertise de la CEDEAO et puis de la francophonie pour que nous puissions auditer ce fichier, que nous puissions l'assainir, pour que nous puissions avoir des élections transparentes. Parce qu'en 2020, on ne doit plus parler du Togo en mal. On doit dire que le vainqueur, c'est tel, et le vaincu, appeler le vainqueur pour lui dire « Bonne chance, nous allons diriger le pays ensemble ». C'est fondamental que nous puissions nous retrouver en 2020. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est fondamental que ce pays se retrouve. Tout ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est le Togo d'abord. C'est le Togo d'abord. Il y a beaucoup de faits marquants ces dernières semaines. Par exemple, je l'avais dit un peu dans l'introduction, qu'il y a des partis qui se sont d'abord prononcés en faveur des élections. Bon, disons, parlons par exemple des candidats qui sont déclarés très tôt, et après on a vu du rétropédalage, il y en a qui ne sont plus dans la course. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en a qui disent clairement que les élections en 2020 ne seront pas vraiment très claires. Je veux parler du cas, par exemple, donc ils sont après retirés. Bon, les autres ne sont pas vraiment prononcés. Qu'est-ce qu'ils ont comme option? Ils ont quoi comme option? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont comme option? Non, mais soyons cohérents et soyons sérieux. Ils ont quoi comme option à part les élections? Vous pensez que ceux qui sont au pouvoir, ils vont organiser les élections comme ça pour les perdre? Vous avez déjà vu ça dans un pays? Attention, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas organiser les élections et les perdre. Mais c'est quelque part paradoxal. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand dans le même temps, vous-même, votre parti est quelque part candidat à ces élections. Non, simplement que soyons réalistes, soyons conscients de nos faiblesses, soyons conscients de la réalité. Ils ne vont pas organiser les élections pour les perdre, mais c'est à nous d'arracher l'alternance. Nous devons nous concerter, nous devons travailler ensemble, sécuriser, avoir les moyens, sécuriser le vote des Togolais pour assurer l'alternance. Mais ça doit passer par quoi? Nous devons, les semaines à venir, je vais engager une discussion avec les conservateurs. Il faut les rassurer. Engager une discussion avec l'armée. Faire en sorte qu'au lendemain de ma victoire, que nous puissions mettre tout le monde ensemble. C'est de ça qu'il est question. Et les radicaux dans votre schéma? Ils seront associés. Les radicaux d'un côté, les conservateurs de l'autre, et nous serons au milieu. Donc nous allons faire le pont pour normaliser les choses au Togo. Il faut les normaliser. Les Togolais ne s'aiment pas. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le gouvernement que nous allons constituer, un tiers, les conservateurs. Les autres, au milieu. Nous, avec, si possible, les radicaux, au milieu. Et puis un tiers pour la société civile et les autres. C'est tous les Togolais que nous devons associer tout le monde. Et nous devons rassurer ceux qui sont là pour qu'ils puissent nous laisser le pouvoir. Nous devons absolument les rassurer. Il n'y aura pas de dissolution du Parlement. On ne peut pas dissoudre le Parlement. On ne peut pas. C'est une cohabitation qui va s'engager. Mais qui vous a déjà parlé de la dissolution du Parlement? Mais parce que vous en parlez déjà. Non, mais j'entends des discours de rupture. On va faire ci, on va faire ça. Ça va vraiment changer. Mais vous allez le faire comment? Au Togo? Le Togo que je connais maintenant? Quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez tenir ce discours. Mais quand vous vous rapprochez des institutions de la République, attendez que je vous dise, l'État, c'est plus sérieux que ça. L'État, c'est plus sérieux que ça. Vous pouvez être avec votre femme à la maison, avec les enfants et raconter ce que vous voulez. Mais quand vous voulez exercer la fonction que je vise, il faut être sérieux. Il faut avoir un discours de rassemblement. Il faut avoir un discours de rassemblement. Je dis bien que nous allons diriger le pays avec ceux qui sont là. Et j'assume mes propos. On va diriger avec tout le monde. Alors, quand vous revenez souvent là-dessus, que vous dites, oui, il y en a qui veulent dissoudre le Parlement, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'il a peur de perdre peut-être son emploi au lendemain des élections 2020? Non, mais pourquoi? Moi, je ne suis pas un chômeur.
Non, mais moi, je ne suis pas un chômeur. Mais il n'y a pas que la politique. Si la politique, ça ne va pas, mais j'ai mon activité. Moi, je ne vis pas de la politique. C'est ceux qui vivent de la politique. C'est pour eux que c'est une question de vie ou de mort. Non, 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 non. Moi, je ne vis pas de la politique. Je travaille sur des projets. J'ai mon emploi. Si ça ne marche pas, je vais repartir à mon emploi. Ça doit être pareil pour tous les politiciens. Ça ne doit pas être une question de vie ou de mort quand vous perdez les élections. Donc vous pensez qu'actuellement, il y a des politiciens qui ne vivent que Je de n'ai la pas politique? dit ça. Je dis l'idéal. L'idéal, ça doit être avoir une activité et venir en politique. Si ça marche, tant mieux. Nous venons pour un combat d'idées. Mais ce n'est pas pour une question de subsistance. Mais est-ce que vous savez que je gagnais plus que ce qu'on me donne au Parlement? Non, mais non. Mais je voudrais aller dans une autre logique en disant que c'est de la même façon. Il y a une partie de l'opposition togolaise qui pense aussi que ceux qui sont en face, les conservateurs, comme vous les appelez, ne peuvent pas organiser les élections pour les perdre. Et donc, il faut peut-être réorienter la lutte. Alors, je suis en train de vous parler des gens comme... Je suis en train de vous parler des leaders comme Dimon Auré, de Nathaniel Limpio, et puis de Mouloudi Patachiko, qui a été dégagé très récemment. Ils ont créé une coalition pour réorienter. Est-ce que cela vous inspire? Non, mais c'est des gens que je respecte beaucoup, qui sont très intelligents. Mais est-ce que c'est réaliste? C'est des gens que je respecte beaucoup, qui sont très intelligents, qui font de très bonnes propositions, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Quand vous connaissez vraiment bien le régime en place, vous pensez, avec tout ce qu'ils ont comme acquis actuellement, qu'ils vont engager une transition? Transition pour vous faire entrer dans le gouvernement? Ici au Togo? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2005? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2010? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2015? Non, arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Il faut que nous puissions nous réunir, discuter, voir comment est-ce que nous allons assurer l'alternance. Mais je dis bien, celui qui sera chef d'État, c'est quelqu'un qui va composer avec UNIR. J'assume mes propos. Parce que ceux qui vous disent le contraire, en masse, il faut que vous puissiez les inviter sur les plateaux télé pour qu'ils puissent vous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est le cas, il faut qu'ils vous expliquent. Si c'est le cas, il faut qu'ils vous expliquent. Moi, je dis bien, on rassure tout le monde. On rassure tout le monde. Aussi bien les conservateurs que les radicaux, on dirige le pays ensemble. Pour un temps. Pour un temps, on en a besoin au Togo. Le contraire, ce qui va arriver, quand vous avez un discours contraire à ce que je suis en train de vous dire, le langage de vérité que je suis en train de tenir, c'est pas facile d'assumer ce langage. Mais je l'assume. Parce que nous sommes en train de construire le futur des Togolais. Avec une nouvelle génération. Il faut qu'on dise la vérité à la population. Vous ne pouvez pas dire la même chose à 3 mois des élections et après les élections, vous venez vous justifier sur les plateaux télé. Donc, ça veut dire en réalité que ceux qui sont là sont plus forts que vous. Alors, j'aimerais être curieux. Quand vous dites celui qui doit venir doit nécessairement, obligatoirement composer avec UNIR, je voudrais être curieux en disant, et si la personne ne le faisait pas, qu'est-ce qui se passerait selon vous? Pourquoi vous en faites une obligation en fait? Non, mais il y a plusieurs scénarios. Il y a la possibilité d'avoir ce que nous avons eu en 92. Parce que quand les gens ont fait 50 ans, il ne faut pas oublier que pour eux, perdre le pouvoir, c'est une question de vie ou de mort. Quand quelqu'un a fait 50 ans, quand il perd le pouvoir, c'est une question de vie ou de mort. Comment vous le rassurez? On risque d'avoir des situations comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. L'appareil sécuritaire, c'est dans leurs mains. Au niveau de l'opposition, quand vous prenez un parti politique comme le nôtre, nous sommes obligés de composer avec tout le monde. Même les autres partis, est-ce que vous avez toutes les compétences pour gérer le pays? Vous n'allez pas appeler la diaspora pour dire est-ce que tu connais tel qui peut faire ministre des Affaires étrangères? Est-ce que tu connais tel pour faire ministre de l'économie? Non, vous devez avoir les compétences en interne. Quel est le parti politique ici au Togo, à part UNIR, qui a autant de compétences? Même si les gens sont là parce qu'ils sont au pouvoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, non, les gens peut-être de l'administration publique, tout ça, ils vont vous dire qu'ils sont conservateurs parce que... Mais c'est parce que ceux qui sont là, ils sont là. Donc, ils ont l'avantage du pouvoir. Donc, ils ont les cadres de l'administration. Il y en a qui viennent chez eux aussi par sympathie. Parce que c'est une opportunité pour faire évoluer leur carrière. On est d'accord? Il faut associer tout le monde à la gestion du pays. Le prochain président, ça sera un rassembleur. Ça sera un centriste. Ça sera quelqu'un qui va dire, écoutez, on a fait ça pendant 30 ans, ça n'a pas marché. Il est l'heure que nous puissions mettre tout le monde ensemble. D'accord, il faut rassurer les gens. Nous allons aborder le dernier volet de notre discussion ici sur le plateau. Comme dit, le prochain président doit être rassembleur. Mais au-delà du rassembleur, quels sont les chantiers prioritaires auxquels le prochain président doit s'atteler? Je pense que depuis 3-4 ans,
les chantiers du président sortant, c'est pas mal. Nous avons une très bonne note sur le plan international. Nous avons un rapport Doing Business qui le prouve. Nous devons continuer dans cette lancée. Est-ce que ça se remarque dans le panier? Dans le panier, non, pas encore, mais il faut un peu de temps. Quand vous faites des réformes, il faut un peu de temps. Et moi, je veux d'abord restaurer l'État. Restaurer l'État. Pour que les Togolais puissent avoir confiance en leur administration. C'est fondamental. Au niveau de l'administration, avoir une charte où il y a des procédures, où il y a des délais. Que l'administration soit au service du peuple. C'est fondamental. Que les gens se sentent concernés par la chose publique. Et pour que nous puissions former une communauté de destin, une nation. Nous avons un État, mais on n'a pas encore une nation. Les Togolais ne s'aiment pas assez. C'est pour réconcilier les Togolais. La vraie réconciliation dans la paix. Il faut qu'on se donne la main. C'est fondamental. Et vous avez, moi j'ai un programme de société. J'ai un programme de société. Ce qui m'intéresse, c'est comment construire le Togo de demain, où tout le monde se sentira à l'aise, où il y aura, la richesse sera redistribuée. Un programme de société, qu'est-ce qu'on retrouverait dans ce programme de société? C'est quand même étonnant parce que sous les cieux, sous les tropiques, en tout cas dans la plupart de nos pays, on ne présente pas forcément un programme de société. Qu'est-ce que ça comporte concrètement, votre programme de société? Bon, en quelques lignes, en fait. Il faut que chaque candidat nous dise qu'est-ce que vous allez faire du Togo en termes de diplomatie, en termes de l'administration publique. Il faut une charte. Quand vous venez au niveau de l'administration togolaise, sous ma gouvernance, vous venez pour servir l'État, pas pour vous servir. Vous vous servez, vous allez en prison. C'est très simple. Vous vous servez, vous allez en prison. Vous êtes de l'administration, vous voulez vous enrichir, allez dans le privé. Nous allons vous aider. On va créer les conditions pour que les Togolais puissent être prospères pour enrichir l'État. Mais vous venez au niveau de l'administration, vous vous enrichissez, on vous envoie en prison. Ce qui s'est passé jusqu'en 2019, ça va. Après, nous allons parler de ça. Mais à partir de 2020, vous venez, c'est pour faire du Togo un pays prospère, un pays modèle, un pays qui sera cité en exemple, comme le Rwanda ou l'île Maurice. C'est ça mes exemples. Ça, c'est le premier chantier. Le second chantier, c'est faire en sorte que nous puissions investir, ramener les investisseurs au Togo pour que nous puissions avoir des industries, la mécanisation de l'agriculture, afin de pouvoir chaque année avoir un point de croissance, à la fin de notre premier mandat, en 2025, avoir une croissance à 2 chiffres. Le troisième chantier, c'est la redistribution. Des programmes à destination des personnes âgées, des jeunes, des femmes, l'autonomisation de la femme, création d'emplois. Premier mandat, 500 000 emplois. Le premier mandat, 500 000 emplois. Chaque année, 100 000 emplois. Une maison de retraite, pas comme en Occident, mais une maison de retraite pour que les retraités puissent aller s'amuser, se retrouver, avoir même une activité d'hébergement. Et c'est les retraités qui vont gérer cette maison. Il y aura de l'assistance sur le plan administratif pour qu'ils puissent faire leur procédure pour la retraite, qu'on puisse une assistance juridique, comptable, pour les retraités qui veulent créer leur emploi. Pour les seniors, on appelle ça le job des seniors. On va les encourager. Ils pourront créer des entreprises. Il y aura de l'Internet, il y aura une salle de gym. Donc, c'est une maison. Ce n'est pas une maison de retraite comme en Europe, c'est une maison où les retraités vont se retrouver. On va en construire 2 à Lomé, une dans les communes d'Agoué et puis les communes de Golfe. Et on va construire une maison dans chaque région du Togo. Donc ça fait, le premier mandat, ça va faire 7. Nous sommes pour que, par exemple, pour l'éducation nationale, l'enseignement primaire et secondaire, il faut que les enseignants puissent avoir le temps de respirer. Un enseignant qu'on envoie à Tchakbanga, qui ne connaît pas Tchakbanga, pour trouver d'abord un logement, c'est difficile. Donc, par rapport jusqu'au bac, il faut que ça soit un système de journée continue. Comme ça, quand les enseignants, parce que des fois, ils font 7 km pour aller enseigner. À 14h, 15h, il faut qu'ils reviennent à la maison, préparer leurs cours, s'occuper de leur famille. Dans le domaine de l'éducation, il faut que ça soit la journée continue. Il faut que ça soit la journée continue, que les gens aient le temps. Au niveau de l'administration publique, il faut que nous puissions donner l'exemple. Quand vous venez servir l'administration, on va s'occuper de la formation de vos enfants. Quand vous êtes un employé modèle dans chaque ministère, dans chaque administration, on peut dégager 4 à 5 milliards chaque année pour les encourager. Vous aurez des billets d'avion. Vous aurez des séjours dans des pays qui font rêver. Et quand vous revenez, les autres employés, mais l'année passée, il est parti en Suisse avec sa famille. Monsieur Innocent Kawara, merci.
C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir d'avoir partagé quelques idées avec vous pour que nous puissions construire le pays ensemble et que nous puissions avoir une nation forte et prospère. Merci. Une nation forte et prospère. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé une fois de plus encore votre attention. C'est toujours un plaisir pour nous d'être devant vous tous les mardis, soit à 19h, rediffusion mercredi à 17h, vendredi 9h, samedi 13h30 et puis le dimanche à 11h30. Donc merci une fois encore, merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, merci à tous les techniciens et encore une fois merci à notre invité du jour et à la prochaine.